Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Holly Hudson. Holly est une adolescente de 16 ans. Chaque fin d'année, au lieu de rester célébrer les fêtes à la maison, elle et sa famille avaient pris l'habitude de faire des voyages. C'était devenu une tradition familiale car ses parents voulaient lui offrir à elle et à sa sœur jumelle Molly des souvenirs mémorables. Cette année, les parents avaient planifié un road trip pour découvrir l'ouest des États-Unis. Ils avaient porté leur choix sur le Nouveau-Mexique. Mais un imprévu de taille bouscula leurs plans. Le père de famille, qui était dans l'armée américaine, avait été appelé. Et cette fois-ci, il n'allait pas pouvoir faire partie du voyage. Son épouse était prête à tout annuler, mais il l'en dissuada. Il lui demanda de maintenir le road trip, et avec un peu de chance, il pourrait les rejoindre pour le Nouvel An. Après en avoir discuté longuement, le voyage fut maintenu et Heather, la mère des jumelles, s'occupa des préparatifs du voyage. Elle avait loué un camping-car, fait des achats pour avoir quelques provisions sous la main, et tout était fin prêt pour leur petite escapade familiale. Holly dit à son père qu'elle prendrait chaque jour des photos pour lui partager leur progression sur le road trip. C'est le cœur serré que le père des jumelles laissa sa famille et alla prendre son poste là où il avait été appelé. Le lendemain, la petite famille était déjà sur le départ et s'apprêtait à sillonner les routes de l'Ouest américain. Le programme prévu était assez chargé. Ils avaient sur leur liste un certain nombre de parcs nationaux, tels que le désert blanc de White Sands, une immense étendue désertique composée de gypse blanc et entourée de montagnes. Mais également les grottes de Carlsbad ou encore le parc de Hyde Memorial State. Les filles avaient aussi beaucoup insisté pour aller visiter Roswell et son musée de l'ufologie. Cette ville était célèbre pour être l'épicentre d'observations d'objets volants non identifiés. Alors qu'elle venait de franchir l'État du Nouveau-Mexique, la mère aperçut un jeune homme qui faisait du stop sur la route. À vue d'œil, il était à peine plus âgé que ses filles, et son cœur de maman ne pouvait se résigner à le laisser au bord de la route, en ne sachant pas sur qui il pouvait tomber. Si c'était un de ses enfants, elle aurait aimé que quelqu'un de confiance l'emmène là où il devait aller. Elle s'arrêta donc, et le garçon s'empressa de venir vers le véhicule tout en faisant des signes de remerciement. Mais ses filles, elles, n'étaient pas ravies de l'initiative de leur mère. Elles avaient tenté en vain de l'en dissuader, car de loin, il avait l'air d'être un vagabond. L'une des filles dit même que cela lui rappelait le dernier film qu'elle avait vu au cinéma avec ses amis. Le tueur de la route 65. Le garçon entra dans la caravane et s'installa près des filles. Heather, la maman, lui fit la conversation et demanda d'où il venait et où il souhaitait se rendre. Le jeune homme, qui se prénommait Tony, lui dit alors qu'il venait du Colorado. Après avoir obtenu son diplôme, il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire par la suite. Pour se donner le temps de réfléchir, il décida de prendre une année sabbatique et de voyager à travers tout le pays,
en espérant qu'il trouverait ce pourquoi il était fait. Il était couvert de poussière et avait pris un sérieux coup de soleil. Il était évident qu'il attendait depuis des heures au bord de la route. Heather lui dit alors qu'il pouvait prendre une bouteille d'eau. Elle lui dit aussi qu'il pouvait se reposer sur la banquette du fond. Le jeune homme suivit les conseils d'Heather et, bercé par les mouvements du mobil-home, il s'assoupit. Lorsqu'il se réveilla, ils arrivèrent à une aire de camping au parc de Hyde Memorial State, non loin de Santa Fe. C'est un endroit en pleine nature, entouré d'une grande forêt de pins et traversé par une rivière aux eaux cristallines. Les jumelles gardèrent leur distance avec cet étranger qui ne leur inspirait pas confiance. Mais leur mère leur fit un sermon en leur demandant de se mettre 2 minutes à sa place et se montrer un peu plus aimable. Contrairement à ses filles, elle était convaincue qu'il était inoffensif et que cette méfiance n'était due qu'à son apparence de baroudeur un peu négligé. Heather demanda à Tony et aux filles de l'aider à faire un petit feu de camp, en espérant que les jeunes sympathisent un peu. Mais elles restèrent sur la défensive, craignant que ce jeune autostoppeur ne soit en réalité un terrible serial killer. Après avoir déjeuné tous ensemble, Heather conduit Tony à Roswell, là où il souhaitait aller. Elle allait conduire ses filles au musée de l'ufologie et invita Tony à les rejoindre. Ses filles étaient très contrariées, car elles voulaient se débarrasser au plus vite de Tony, en qui elles n'avaient pas du tout confiance. La visite du musée se passa à merveille, et contre toute attente, les filles sympathisèrent avec Tony. Il faut dire que le fait qu'il soit lui aussi passionné par tout ce qui concerne les ovnis facilita les choses. Ils restèrent des heures au musée, et avant de sortir, Holly acheta un petit objet à la boutique de souvenirs. Puis, tous retournèrent à l'aire de camping la plus proche, afin d'y passer la nuit. Heather invita Tony à dîner. Il était bien trop tard pour le laisser seul au bord de la route. Tony accepta et demanda à la mère des jumelles de le déposer dès le lendemain près de l'autoroute pour qu'il puisse poursuivre son voyage. Bien qu'il soit reconnaissant de l'hospitalité de cette petite famille, il ne voulait pas perdre plus de temps sur son itinéraire. Après avoir partagé des hamburgers et discuté longuement, les filles se rendirent compte que Tony était juste un jeune de leur âge, comme ceux qu'elles fréquentaient au lycée. Heather apporta des guimauves à faire flamber au coin du feu. Elle resta en retrait tout en observant ses filles et Tony se raconter des histoires de fantômes et de légendes urbaines, tout aussi effrayantes les unes que les autres. Holly sortit de sa poche l'objet qu'elle avait acheté à la boutique de souvenirs. C'était un petit boîtier avec un sticker de soucoupe volante collé dessus. Il était censé envoyer un signal pour contacter une autre forme de vie aux confins de la galaxie. Elle appuya sur le bouton et ils regardèrent le ciel en espérant avoir une réponse en retour. Puis, ils éclatèrent tous de rire, car de toute évidence, il est peu probable, pour ne pas dire impossible, que ce boîtier leur permette d'entrer en contact avec des extraterrestres. Mais Molly leur demanda de regarder à nouveau le ciel. Et ils aperçurent une étoile filante. Après cela, les filles rentrèrent dormir dans le camping-car avec leur mère. Tony, lui, installa sa tente un peu plus loin. Dormir à la belle étoile était la partie préférée de son voyage. Il était très tard, et tout le monde dormait à poings fermés. Tony, lui, avait du mal à trouver le sommeil, et vu la quantité de soda qu'il avait ingurgité il y a quelques heures à peine, cela était compréhensible.
il s'apprêtait à quitter sa tente pour aller aux commodités. Mais à peine approcha-t-il sa main de l'ouverture de la tente qu'il ressentit une sensation étrange, comme s'il sentait une présence tout près. Il entendit des chiens aboyer au loin. Et quand il ouvrit la tente, il fut frappé par une odeur des plus désagréables. Un mélange de chlore et de soufre. Il resta immobile un instant. Et sur la toile de sa tente, il aperçut l'ombre d'une silhouette aux allures peu communes. La personne était de taille moyenne et sa tête était bien plus grande que son corps. L'espace d'un instant, il crut que c'étaient les filles qui voulaient lui jouer un tour. Il ouvrit la tente et resta complètement médusé par ce qu'il vit ensuite. Holly était en train de flotter dans les airs. Elle était hors du camping-car. Et quand il leva les yeux au ciel, il aperçut un vaisseau spatial à quelques mètres de la caravane. Il y avait un grand faisceau lumineux qui sortait du vaisseau. Holly, qui était endormie, flottait jusqu'à être à quelques centimètres sous le faisceau lumineux. Tony, au début figé par le choc, se ressaisit et il sortit de la tente. Il voulut appeler à l'aide, mais face à l'urgence de la situation, il décida d'intervenir immédiatement lui-même. Il agrippa Holly, mais au lieu de réussir à la redescendre au sol, ils furent tous les deux happés et transportés dans le vaisseau. Et face à la force qui les avait propulsés dans le vaisseau, il lâcha Holly et tomba un peu plus loin. Holly, toujours en flottant, fut installée dans une sorte de capsule en verre. Tony se précipita vers elle. Il frappa sur la vitre de la capsule pour la réveiller, mais celle-ci ne semblait pas l'entendre. Tout cela avait l'air d'un mauvais rêve. Il regardait autour de lui pour trouver un moyen de la sortir de cette capsule. Il s'appuya sur une paroi du vaisseau. Le mur coulissa et c'est avec stupeur qu'il découvrit une dizaine de capsules sortir du mur. Elles contenaient toutes des personnes qui semblaient endormies. Puis, toutes les capsules, y compris celles qui renfermaient Holly, se replacèrent dans le mur coulissant. Tony, envahi par la peur, ne savait pas comment sortir de cet endroit. Soudain, alors que le vaisseau était en mode stationnaire, il se propulsa à une vitesse vertigineuse. Tony, surpris par l'onde de choc, ressentit une sensation désagréable. C'est comme si ses cellules s'étaient séparées et regroupées à nouveau, si bien qu'il ne put s'empêcher de vomir. Il s'accrocha tant bien que mal à ce qu'il pouvait, mais impossible de supporter la vitesse de croisière de ce vaisseau, et il perdit connaissance. Quand il se réveilla, il était au sol non loin de sa tente. On aurait dit qu'un camion lui avait roulé dessus. Il avait des courbatures sur tout le corps. Il se releva et fut soulagé car il lui semblait qu'il ne s'agissait que d'un mauvais rêve. Il déplia sa tente et rassembla toutes ses affaires. Ce matin, il allait reprendre la route pour continuer son périple. Il se dirigea vers le camping-car pour demander à Heather si elle pouvait le déposer près de l'autoroute dès maintenant. Heather était sur les marches du camping-car et elle parlait au téléphone. Sa fille Molly se tenait à ses côtés. Plus Tony se rapprochait d'elle, plus il remarquait que quelque chose n'allait pas.
Alors qu'Heather était toujours en ligne, il demanda à Molly si tout allait bien. Celle-ci lui avoua les larmes aux yeux que sa sœur jumelle Holly avait disparu durant la nuit. Dès que sa mère et elle-même s'aperçurent de son absence, elles se mirent à la chercher et à l'appeler sur son téléphone. Mais celui-ci était resté dans le camping-car. Elle ajouta que sa mère était en ligne avec le bureau du shérif pour signaler sa disparition. En entendant ces mots, Tony fut complètement sonné. Son cœur se mit à battre la chamade et un bourdonnement intense sifflait dans ses oreilles. Dès que Heather raccrocha, elle s'empressa de demander à Tony si par hasard, il n'avait pas croisé Holly et s'il n'avait pas entendu quelque chose d'inhabituel durant la nuit. Il s'apprêtait à leur raconter ce qu'il avait cru voir hier soir, mais en voulant ouvrir la bouche, il était envahi par le doute et ne pouvait savoir s'il avait rêvé ou s'il avait réellement été témoin de l'enlèvement de Holly. Tony demanda alors ce que le shérif avait dit. Malheureusement, il ne pouvait pas lancer d'avis de recherche avant 48 heures. Il demanda à Heather de rester sur place au cas où sa fille reviendrait. Mais il lui assura qu'une voiture de patrouille allait faire une ronde pour voir si quelqu'un l'avait aperçue. Heather, terriblement inquiète, n'en pouvait plus d'attendre. Elle décida de se rendre au bureau du shérif pour le convaincre de lancer un avis de recherche immédiatement. Elle était persuadée que quelque chose de grave s'était passé, car sa fille ne quittait jamais son téléphone. Et partir précipitamment sans même la prévenir, elle ou sa sœur, était impensable. Elle et Molly partirent donc en direction du bureau du shérif en ville. Heather supplia Tony de rester sur place et de la contacter au plus vite si Holly était de retour au campement. Tony s'exécuta. Il saisit une chaise à l'intérieur du camping-car pour s'installer tout près de celui-ci. Il aperçut alors un objet au sol dans le camping-car et il le ramassa. C'était le petit gadget que Holly avait acheté au musée de l'ufologie. Tony regarda le petit boîtier un long moment. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce petit gadget fonctionnait réellement? Puis, il glissa le boîtier dans sa poche, mais ne savait pas encore ce qu'il allait en faire. Il avait le sentiment que cela était lié à la disparition de Holly, car c'était elle qui avait activé le boîtier hier soir. Autant qu'il s'en souvienne, personne d'autre ne l'avait touché. La nuit commençait à tomber sur le campement. Heather et Molly étaient toujours au bureau du shérif. Molly lui avait laissé son téléphone pour qu'il puisse les prévenir au cas où Holly serait de retour. Mais, malgré les appels incessants de Heather pour voir si sa fille était revenue, c'était le cœur lourd que Tony lui disait à chaque fois que pour l'instant, elle n'était pas là. Il tentait de la rassurer, mais on sentait dans sa voix l'angoisse et le désarroi. Alors qu'il raccrocha le téléphone, une voiture arriva et pointa ses phares sur lui. Aveuglé un moment, il mit la main sur ses yeux pour ne pas être ébloui. C'était le shérif du comté et son adjoint. Ils étaient venus interroger Tony et inspecter le campement, après que Molly et Heather aient dit l'avoir pris en stop dans leur déposition au poste. Ils demandèrent à Tony d'indiquer où il était quand Holly avait disparu. Il répondit qu'il dormait et qu'il ne s'était aperçu de sa disparition qu'au matin, en allant à la rencontre d'Heather et Molly.
Tony n'était pas très à l'aise et le shérif l'avait senti. Lui et son adjoint inspectèrent le camping-car et la tente du garçon. Ils lui demandèrent de ne pas quitter la ville et de se présenter dès le lendemain au poste pour un interrogatoire plus poussé. Puis, ils s'en allèrent, et le shérif lui jeta un regard sombre, laissant suggérer qu'il le soupçonnait et qu'il n'en avait pas fini avec lui. Tony reprit son souffle en voyant la voiture s'éloigner. Même s'il aurait raconté ce dont il se souvenait, il aurait sûrement fini la soirée au poste en cellule de dégrisement. Il regarda le ciel en soupirant. Mais comment pouvait-il faire pour retrouver Holly? Il s'aperçut alors que la réponse était peut-être juste sous ses yeux. Il saisit le boîtier acheté au musée de l'ufologie et appuya sur le bouton. Ses yeux restèrent fixés sur le ciel, à l'affût du moindre signe. Comme la nuit précédente, la seule chose qu'il aperçut était une étoile filante. Puis, il resta des heures à attendre, mais rien. Il finit par s'assoupir sur la chaise de camping sur laquelle il était assis. Réveillé par une sensation étrange, il entr'ouvrit les yeux. C'est avec horreur qu'il découvrit qu'il était en train de flotter dans les airs. Son corps était à l'horizontale et il se dirigeait vers un énorme faisceau lumineux. Juste au-dessus de celui-ci, le même vaisseau que la veille. Mais, contrairement à Holly, Tony lui était réveillé et bien conscient de ce qu'il se passait. Il essaya de se débattre et de crier. Mais c'était peine perdue. Son corps était totalement paralysé et il fut téléporté à l'intérieur du vaisseau. Son corps flottait toujours et allait être placé dans une capsule en verre, tout comme ce fut le cas pour Holly. L'intérieur du vaisseau était baigné d'une lumière blanche éblouissante. Tony crut voir du mouvement dans le vaisseau, mais il n'en était pas sûr car il ne pouvait pas tourner la tête. Soudain, une sorte d'alarme se mit à retentir et deux petits êtres à la peau grisâtre et à la tête disproportionnée s'approchèrent de Tony. Ils avaient d'énormes yeux noirs de forme ovale. Leur nez était à peine visible et ils avaient une toute petite bouche qui laissait entrevoir de petites dents pointues. Ils semblaient communiquer par des sons étranges comme ceux que font les orques ou les dauphins. Tony, terrifié, comprit alors que ce qu'il avait vécu la veille n'était pas un rêve et qu'il courait à présent un grand danger. Qui sait dans quel but ces extraterrestres enlevaient des humains? L'un des extraterrestres approcha sa main du bras de Tony et ses longs doigts fins l'effrayèrent davantage. C'est alors qu'une voix se fit entendre, ce qui surprit Tony. Mais la voix n'était pas dans la pièce, elle était dans la tête de Tony. Il semblait que ces créatures étaient en train de communiquer avec lui par télépathie. Dans un anglais parfait, mais avec une élocution presque robotique, l'extraterrestre lui dit de rester calme et que tout allait bien se passer. Il lui expliqua qu'il allait l'endormir pour le placer dans une capsule, car s'il restait éveillé, il ne pourrait pas supporter le voyage. Tony, terrorisé, dit alors qu'il ne voulait pas être là. Il essayait seulement de retrouver son amie Holly. L'être lui dit alors que ce soit pour lui ou Holly, c'était eux qui avaient demandé de l'aide pour quitter la Terre. Il ajouta qu'il avait reçu de cette région 2 signaux de détresse d'êtres humains. Tony expliqua alors qu'il s'agissait d'un énorme malentendu. Le petit boîtier n'était pour eux qu'un jeu acheté dans une boutique de souvenirs. L'être
lui dit que pour eux, c'était un vrai signal reconnu par les capteurs de son vaisseau. Et ce signal ne pouvait dire qu'une chose: un SOS et la volonté de quitter la Terre. Il ajouta que les autres humains qu'ils avaient secourus vivaient à présent sur une planète à des années-lumière de la Terre. Et ils étaient très contents de leur vie et ne regrettaient pas un instant leur choix. Tony insista de nouveau, en disant qu'il ne désirait pas quitter la Terre et qu'il en était de même pour Holly. D'ailleurs, sa mère et sa sœur jumelle étaient mortes d'inquiétude et la cherchaient partout en ce moment même. L'alien avait l'air confus et on aurait dit qu'il était même attristé par la situation. Il dit alors que leur intention n'était pas de leur faire du mal et qu'ils allaient réparer cette erreur et le libérer lui et Holly. En une fraction de seconde, la lumière à l'intérieur du vaisseau s'intensifia jusqu'à devenir presque aveuglante. Et Tony se retrouva à nouveau sur Terre, dans le campement. Il était assis sur la chaise. Et tout comme la dernière fois, il avait vraiment l'impression d'avoir seulement rêvé. Lorsqu'il reprit ses esprits, il regarda autour de lui pour voir si Holly était là. Il se leva et regarda dans le camping-car et tout autour du campement. Mais elle n'était nulle part, et cela le laissa dans l'incompréhension la plus totale. Alors qu'il essayait de se remémorer ce que l'être extraterrestre lui avait dit, il constata que ses souvenirs devenaient de plus en plus flous. Perdu dans ses pensées, il fut surpris par la sonnerie du téléphone de Molly. Holly avait été retrouvée. Elle errait dans le désert de White Sands et ne savait pas comment elle était arrivée là. Le plus curieux était que la zone avait déjà été fouillée la veille. Quelques heures plus tard, Heather et ses filles arrivèrent au campement. Holly avait l'air très fatiguée, mais à part cela, elle semblait aller bien. L'air hagard, elle raconta ce dont elle se souvenait. Elle dormait paisiblement dans le mobil-home et n'avait aucun souvenir de s'être levée durant la nuit. Lorsqu'elle se réveilla, elle était au sol en plein milieu du désert. Des touristes l'avaient repérée et avaient contacté les secours. Elle n'avait aucune idée de comment elle était arrivée là, à plus de 200 km du camping-car. C'est comme si elle avait été déposée là. Tony comprit que ce devaient être les extraterrestres conscients de leur méprise qui avaient ramené Holly sur Terre. Il décida de conserver le boîtier. Malgré le soulagement après le retour de Holly, une question le taraudait. Comment était-il possible qu'un objet vendu comme un gadget dans un musée soit réellement en mesure de contacter une autre forme de vie, au-delà de notre système solaire? Après l'émouvante retrouvaille de la petite famille, Tony leur fit ses adieux. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il avait vécu et décida de retourner au musée. Il se dirigea vers la boutique de souvenirs et demanda au manager d'où venaient les petits gadgets. Celui-ci répondit qu'il les avait achetés à un homme. Tony demanda alors son nom. Le manager lui répondit qu'il n'avait qu'un nom de famille, un certain Monsieur Baxter. Par chance, après quelques recherches, il s'aperçut qu'il n'y avait qu'une personne qui portait ce nom dans la ville de Roswell. Il récupéra son adresse et alla sonner à sa porte. Tony fut étonné de voir un homme assez âgé lui ouvrir la porte. Il n'alla pas par 4 chemins et expliqua qu'il voulait des renseignements sur les boîtiers. Le vieil homme invita Tony à entrer et il lui raconta alors comment il avait eu l'idée de construire ces petits boîtiers. Il y a une vingtaine d'années, alors qu'il roulait de nuit près du désert de White Sands, il aperçut une lumière vive dans le ciel, comme si un objet était entré dans notre atmosphère.
Il vit ensuite la lumière se déplacer très vite et juste après, se cracher au sol. Il se gara sur le bas-côté de la route et alla en direction du crash. Il y avait des débris un peu partout, des débris métalliques, mais d'un métal qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lorsqu'il s'approcha, il aperçut quelque chose bouger. Il y avait un petit être au sol. Il paraissait mal en point et il tenait à la main un petit boîtier. Effrayé, M. Baxter prit la fuite et retourna dans sa voiture. De loin, et encore sous le choc, il assista à un spectacle à peine croyable. Un énorme vaisseau arriva sur place et récupéra le blessé en le téléportant à travers un grand faisceau lumineux. Il était tétanisé et il perdit toute notion du temps. Sans même s'en rendre compte, il resta jusqu'au petit matin dans sa voiture. Il s'était entre-temps assoupi, et lorsqu'il se réveilla, il voulut aller voir si les débris étaient toujours là. Il alla sur le lieu exact du crash, mais il n'y avait plus aucune trace. M. Baxter, perplexe, se dit qu'il avait très certainement imaginé toute la scène. Alors qu'il se dirigeait vers son véhicule, il aperçut quelque chose au sol. C'était le petit boîtier que tenait le petit être dans sa main. Il prit l'objet et retourna chez lui. Sur le chemin du retour, dans le sens inverse de la route, il vit une multitude de voitures noires aux vitres teintées, qui semblaient être du gouvernement, se diriger vers le lieu du crash. Une fois chez lui, il examina l'objet de plus près. Il étudia son mécanisme et la fréquence utilisée pour émettre le signal. Il répliqua l'objet à la perfection plus d'une dizaine de fois. Ne sachant pas quoi faire avec toutes ces répliques, elles restèrent un bon moment au fond d'un carton, dans son garage. Mais il eut un jour la visite de son neveu, qui était venu l'aider à mettre de l'ordre dans ses affaires. Il lui raconta alors comment et pourquoi il avait fabriqué ces petits boîtiers. Son neveu, bien qu'amusé par cette histoire, ne le crut absolument pas. La boîte avait disparu du garage, et M. Baxter pensait que son neveu les avait jetés. Mais de toute évidence, cela lui donna l'idée d'aller les vendre au musée de l'ufologie, en collant dessus des petits stickers d'extraterrestres. Ces boîtiers avaient l'aspect de jouets et paraissaient inoffensifs. Tony lui dit alors que les répliques fonctionnaient apparemment aussi bien que l'original, car ces boîtiers émettaient un vrai signal compris par les extraterrestres. Et qu'après cela, ils venaient récupérer les gens qui les avaient contactés par le biais du boîtier. M. Baxter fut abasourdi par les propos de Tony. Il lui assura qu'il n'existait plus d'autres exemplaires et que l'original était précieusement gardé dans un coffre en banque. De plus, personne n'était au courant de ce qu'il avait trouvé à part lui et son neveu. Tony sortit de chez l'inventeur de gadgets soulagé. Il détruit le boîtier que Holly avait acheté au musée, afin d'être sûr que personne d'autre ne serait enlevé contre sa volonté. C'est fou comme parfois le destin fait bien les choses. Heather ne saura sans doute jamais que le jeune garçon qu'elle avait pris en stop avait tenté puis réussi à secourir sa fille après un enlèvement extraterrestre. Sans sa présence et son intervention, Holly serait à l'heure qu'il est sur une autre planète, ne comprenant sans doute pas comment elle serait arrivée là-bas. Quant à Tony, son voyage à travers les États-Unis prit une tournure à laquelle il ne s'attendait certainement pas. Après en avoir été le témoin direct, il savait maintenant qu'il existait une autre forme de vie dans l'univers.
Même si cette singulière expérience le marqua profondément, elle l'aida aussi à trouver sa vocation. Il souhaitait désormais travailler pour la NASA afin de faire des recherches et en apprendre plus sur l'espace. Et son but ultime, à défaut de s'y rendre en personne, était de localiser cette autre planète dont avaient fait mention les extraterrestres et qui abritait une petite colonie d'êtres humains, quelque part, dans une autre galaxie. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.